Bonjour. En ce beau mois de juin 1565, en pleine guerre de religion, c'est soudainement l'union sacrée en France, le triomphe de la sagesse et du bon sens. Catherine écrit: tout danse, huguenots et papistes ensemble. Catherine, c'est Catherine de Médicis, une femme à la forte personnalité et au caractère bien trempé, qui assume la régence pendant la minorité de son fils Charles IX, après la mort de son époux, le roi Henri II, et de son fils François II, qui ne régna que 2 ans. À sa passion naturelle pour les arts et le divertissement, s'ajoutait depuis qu'elle était au pouvoir une idée très sûre de ce que la nature ardente de ses sujets réclamait. Quand un homme joute, balle et paille, disait-elle, il ne conspire pas. Elle organisait donc les plaisirs, raconte Brantôme, ayant le cœur noble, libéral et magnifique, et tout pareil à celui de son grand-oncle, le pape Léon, et du magnifique Laurent de Médicis. Elle dépensait, faisait pâtir, donnait des récréations à son peuple ou à sa cour, festins, danses, combats, jeux d'armes. Elle aimait fort avoir jouté des comédiens et des tragédiens, même celle de Zani et Pantalone, y prenant grand plaisir et y riait tout son soûl comme un autre, car elle riait volontiers. Aussi de son naturel, elle était joviale et aimait dire le mot. Aimant la musique, Catherine s'en faisait souvent jouer dans ses appartements qu'elle ouvrait à tous. Aussi sa chambre était tout le plaisir de la cour. Cette atmosphère joyeuse augurait bien de la politique de réconciliation qu'elle s'efforçait de mettre en œuvre. Mais alors qu'elle se félicitait, un peu naïvement sans doute, du maintien de la paix civile dans le royaume, depuis quelques mois, le sang français allait couler à nouveau. Les catholiques et les protestants reprirent en effet les hostilités, entretenues par les soins attentifs de l'étranger et entrecoupées de trêves éphémères. Ah, le beau rêve de réconciliation de Catherine s'envolait. De surcroît, la rivalité entre ses 2 fils, Charles IX et Henri d'Anjou, atteignit son paroxysme à la fin de l'année 1568. Le premier se tournant vers les protestants, et plus particulièrement vers leur chef, Gaspard de Coligny, le second se posant en champion des catholiques. Cette situation dramatique allait aboutir à l'épisode le plus sanglant de ces luttes fratricides que l'histoire retiendra sous le nom de massacre de la Saint-Barthélemy. Encore aujourd'hui, on s'interroge sur le ou les responsables de ce déchaînement de fureur dont le point d'orgue fut la journée du 24 août 1572, immortalisée par le peintre huguenot François Dubois, 1529-1584. Cette peinture controversée au musée d'art et d'histoire de Lausanne représente, dans toute son horreur, l'acharnement des catholiques sur les protestants. Femmes éventrées, nouveau-nés assassinés, vieillards poignardés.
Dans la capitale, les tueries se poursuivront jusqu'au 30 août. Elles feront entre 2000 et 4000 victimes, alors que pour chacune des violences précédentes, imputables aux catholiques, le nombre de victimes se chiffrait à quelques dizaines. L'amiral Gaspard de Coligny, chef de file du parti protestant, figure du mal pour les catholiques, les plus fanatiques en tout cas, sera défenestré de l'hôtel de Ponthieu où il résidait, tout près du Louvre, son corps traîné au gibet de Montfaucon après avoir été décapité et émasculé. On reste confondu devant une telle violence, un tel paroxysme dans l'horreur. Pour certains historiens, et pour François Dubois, le responsable du massacre est Catherine de Médicis. Elle est désignée comme la veuve tueuse qui surmonte une pyramide de cadavres nus, comme la représente François Dubois dans son tableau, et son image est indissociable de son fameux escadron volant, essaim de jolies filles utilisées par elle afin d'espionner ses adversaires. La réalité est bien différente, et il faut rendre justice à cette grande souveraine que l'on a trop souvent couverte d'opprobre. Catherine, comme je le disais précédemment, souhaitait ardemment le maintien de la paix civile dans le royaume. Et elle s'efforcera pendant des années, en s'appuyant sur le chancelier Michel de l'Hospital, de réconcilier catholiques et protestants, en dépit de l'opposition des princes catholiques. Mais cette politique n'aboutira jamais à un résultat probant, et les espoirs étaient toujours déçus. La seule chose que l'on peut lui reprocher alors, en 1572, c'est d'avoir baissé les bras et découragé d'avoir laissé faire. Faute de sources directes, aucune trace écrite n'a jamais été découverte de l'ordre éventuel donné pour la tuerie, il est quasiment impossible de déterminer les véritables responsables du massacre. En fait, il est vraisemblable que la Saint-Barthélemy répond effectivement, dans son déclenchement, à une initiative du pouvoir royal, mais visant seulement quelques capitaines huguenots bien ciblés. C'est alors que par une sorte de folie meurtrière, on est arrivé à ce drame épouvantable. François Dubois accuse directement le roi Charles IX, qu'il représente, tirant lui-même à l'arquebuse sur les Huguenots depuis une haute fenêtre du Louvre, ce qui n'a jamais été prouvé. Ce qui est certain, c'est que Charles IX semble avoir été lui-même très vite débordé par ce flot de haine et de folie meurtrière des catholiques les plus fanatiques, qui, aveuglés dans leur rage, ne virent plus dans leurs adversaires que des suppôts du diable pour lesquels il ne fallait avoir aucune pitié. Ils espéraient ainsi parvenir à une éradication de l'hérésie. On peut dire, même si la constatation est horrible, qu'il y eut une part de jeu dans ces atrocités. De part et d'autre d'ailleurs, puisque les protestants mettaient en scène la mort de la messe en jetant des hosties dans des feux de joie ou en faisant monter un verrat sur un autel en mimant l'adoration du Saint-Sacrement, ou encore en organisant des processions où un prêtre était mené à l'envers sur un âne.
Ce que l'on a de la peine à imaginer, c'est que ces temps de violence sacrée n'étaient pas tristes. C'était aussi des temps de fête. Tandis que les protestants font la fête en jouant des scènes sacrilèges, les catholiques boivent, mangent et dansent partout dans la ville entre deux parties de chasse à l'hérétique. Il est évident que si la Saint-Barthélemy souleva un immense espoir chez les catholiques qui pensaient que pour qu'il y ait eu ce massacre, il avait fallu la bénédiction divine, pour les protestants, même si certains s'interrogèrent sur leurs engagements, ce qui se passa à la fin de ce mois d'août 1572 ne fit que relancer ce conflit. Ces événements tragiques avaient en tout cas porté sur le devant de la scène un homme supérieurement intelligent, courageux et déterminé, généreux et bon, mais un peu naïf, et comme beaucoup aveuglé par sa foi ardente, et surtout, guidé par une ambition démesurée, qui lui faisait perdre quelquefois le sens des réalités et le conduira à sa perte, le duc Henri de Guise. Henri Ier de Guise vit le jour le 31 décembre 1549. Il sera d'abord prince de Joinville, puis duc de Guise en 1563 et pair de France, comte d'Eu et grand maître de France. Henri de Guise était le fils aîné de François de Guise, deuxième duc de Guise, qui sera sauvagement assassiné en 1563 par un gentilhomme protestant, un certain Paul Trodeméré. Cette mort fut ressentie cruellement par lui, comme on peut le comprendre. C'était un enfant de 14 ans. Il était alors un enfant doux et aimant et qui vouait à son père une véritable vénération. Elle explique sans doute en grande partie les choix futurs de l'homme qui ressentira toute sa vie cette mort comme une blessure indéfectible. Henri sera placé sous la tutelle de son oncle Charles, cardinal de Lorraine, qui se chargea de son éducation. Soucieux de son apprentissage militaire, le cardinal le poussa à voyager en Europe pour acquérir de l'expérience. En 1565, il se bat en Hongrie contre les Turcs. Quand il revint en France, devenu adulte, il deviendra tout naturellement le chef de la maison de Guise en représentant l'opposition catholique face au parti protestant. C'est ainsi qu'il participa activement aux deuxième et troisième guerres de religion de 1567 à 1570. On compte généralement 8 guerres dites de religion qui déchirèrent la France de 1562 à 1598, année de la proclamation de l'édit de Nantes, lequel mit un terme à celle-ci. Henri de Guise se trouvait alors aux côtés du duc d'Anjou, le futur Henri III, et il s'illustrera notamment aux batailles de Jarnac, 13 mars 1569, et de Montcontour, 3 octobre 1569. Sans dépasser celle du duc d'Anjou, sa renommée grandira vite et le confortera dans ses ambitions. Car il est déjà très ambitieux à 20 ans. Le petit duc de Guise, qui, sans être beau, possédait beaucoup de charme et, haut de ses 2 mètres, a impressionné ses interlocuteurs. Il espérait vivement épouser la princesse Marguerite de France et resserrer ainsi les liens entre sa maison et la dynastie régnante.
Cependant, cette alliance n'était pas du tout du goût de la reine-mère Catherine. Le mariage ne se fera pas. Henri de Guise s'unira donc le 4 octobre 1570 à Catherine de Clèves, comtesse d'Eu et princesse de Château-Renaud, fille de François Ier, la fameuse princesse de Clèves. Ah, ce fut un très beau jour pour eux, et la cérémonie fut fastueuse. Les habillements du duc et de son épouse étaient presque semblables. Tant couvertes broderies, perles et pierreries qu'il était impossible de les estimer. On dépensa sans doute énormément pour ce mariage, que l'on disait du siècle, d'autant plus qu'il fallait ajouter les mascarades, combats à pied et à cheval, joutes, tournois, musique et danse. Après le banquet pantagruélique, les Gélosins, comédiens italiens installés à Paris, jouèrent un acte de commedia dell'arte. Parmi ces comédiens grimés, portant des masques, se trouvait un certain Lorenzino Venetianelli, dont nous reparlerons. Excellent acteur, petit mais plein de charme et aux yeux couleur de braise. Puis Ronsard et Baïf récitèrent leurs dernières heures, et l'on commença à danser la gaillarde, et une danse à rythme nouvelle, originaire de la région de Gap, la gavotte. Henri de Guise séduisit tout le monde par sa gentillesse, sa grâce, sa grandeur d'âme et sa faculté de pardonner même les plus graves offenses. Et pourtant, 2 ans plus tard, lors de la Saint-Barthélemy, certains le soupçonnèrent d'avoir été le commanditaire du meurtre atroce de l'amiral Gaspard de Coligny pour venger son père. Ah, mais il y a toujours farouchement à avoir armé le bras du tueur, en dépit du fait que Coligny s'était publiquement réjoui de la mort du chef militaire catholique, le père du duc de Guise, qui assiégeait Orléans lors de la première guerre de religion. Si le jeune duc a pu jouer un rôle dans cette vendetta familiale, ce que je ne crois pas personnellement, il est possible toutefois qu'il ait agi de concert, voire dans l'ombre de ses oncles, le duc d'Aumale et le cardinal de Lorraine, véritables responsables de la maison de Guise. Quoi qu'il en soit, durant la nuit de la Saint-Barthélemy, Henri est à la tête des groupes qui doivent exécuter les principaux chefs protestants. Tout laisse à penser qu'il aurait donc eu le bonheur, si je puis dire, de voir mourir défenestré l'amiral de Coligny, l'homme qu'il tenait pour responsable de la mort de son père. Selon certains témoignages, sujets à caution toutefois, le duc de Guise aurait donné un coup de pied au cadavre de l'amiral, ce qui me semble peu vraisemblable. Accompagné de son oncle, le duc d'Aumale, Henri de Guise pourchassera ensuite les chefs protestants qui, logés sur la rive gauche, étaient parvenus à s'échapper hors de Paris. Ce dont on est sûr, c'est que Henri n'était donc pas dans la ville au plus fort du massacre de la Saint-Barthélemy. Il n'y rentrera que le lendemain, bredouille, sans avoir pu mettre la main sur le comte régicide Gabriel Ier de Montgomery, redoutable chef huguenot. Pendant les jours suivants,
Henri de Guise assura, sur l'ordre du roi, le rétablissement de l'ordre dans la cité. Envoyé dans les rues pour arrêter les massacres et les pillages, il fait montre d'humanité et de générosité envers les protestants et de fermeté avec les catholiques peu enclins à baisser les armes. Il détient donc alors avec son oncle le contrôle des portes de la ville et délivre des passeports pour en sortir. Son hôtel servira toutefois de refuge pour les protestants, qui sont ses clients et qui seront accueillis par sa sœur, la duchesse de Montpensier. Il escortera enfin lui-même sa grand-mère protestante, Renée de France, en dehors de la ville. J'ouvre ici une parenthèse pour préciser que les guerres de religion qui marquèrent les règnes successifs des derniers Valois ont eu moins de répercussions à Marseille que dans l'arrière-pays. Au début des violences, en 1562, les Marseillais ne se sentent guère concernés, même s'il faut reconnaître, il y a alors tout de même quelques personnes pendues pour hérésie. Mais en fait, Marseille, voyez-vous, était catholique pour la grande majorité de sa population, tout en cohabitant sans aucun problème avec des personnes d'autres religions, juifs, musulmans, étrangers ou de nationalité française. Tout laisse à penser que les Marseillais seront bien plus préoccupés au fil des années par les conséquences des conflits sur le commerce et les affaires que par la présence dans leur ville de quelques huguenots, bien décidés d'ailleurs à rester discrets. Ils regardent donc de loin les seigneurs provençaux se déchirer au gré des convictions religieuses parfois changeantes, et la Saint-Barthélemy n'aura pratiquement aucun écho à Marseille. En revanche, quelques années plus tard, la cité phocéenne n'acceptera pas l'idée de voir un huguenot, en la personne d'Henri de Navarre, monter sur le trône. Et ce sera l'épisode singulier de la République de Marseille, instaurée par le ligueur Charles de Cazaux, homme doué pour manier les foules et habile gestionnaire, qui régnera sur Marseille pendant 5 ans avant d'être assassiné. Pour en revenir au duc de Guise, celui-ci va devenir progressivement à Paris le pilier d'un catholicisme de plus en plus intransigeant, même si lui-même semble pondéré et magnanime. À la suite d'une blessure au visage reçue lors de la bataille de Dormans, 10 octobre 1575, il sera surnommé le Balafré, comme son père. D'une commune volonté avec son épouse, il ordonne la construction du château d'Eu, au nord de la Normandie, vers 1575. Après la paix de Beaulieu, il soutient la Sainte Ligue, dont il devient le chef, et s'oppose à nouveau aux protestants. À ce titre, il signe le traité de Joinville avec le roi Philippe d'Espagne en 1582, en vertu duquel ce dernier apportait son soutien financier à la Ligue. Il est l'un des promoteurs du traité de Nemours, 7 juillet 1585, par lequel le roi de France Henri III, le troisième fils de Catherine, monté sur le trône en 1574 à la mort de son frère, révoqua l'édit de pacification et relança la guerre contre les protestants. Lors de la 8e guerre de religion, à la tête des troupes catholiques, Henri de Guise bat successivement les protestants à Vimory, 26 octobre 1587, puis à Auneau, 24 novembre 1587.
Revenu à Paris le 9 mai 1588, malgré l'interdiction formelle du roi, il prend une part très active dans la fameuse journée des barricades, 12 mai 1588, qui provoqua la fuite humiliante d'Henri III de Paris, et il s'en est fallu de peu qu'il fut proclamé alors roi de France. D'autre part, on le soupçonne d'être à la solde du roi d'Espagne, Philippe II, principal ennemi des protestants en Europe, qui prépare une offensive décisive contre le protestantisme en envoyant le 29 mai 1588 l'invincible Armada contre l'Angleterre. Toutes ces menaces affaiblirent Henri III et contraignirent le roi à signer l'édit d'union 15 juillet 1588, par lequel le duc de Guise devenait lieutenant général des armées du royaume. Le 2 octobre 1588 débutent les États généraux au château de Blois, encore marqué par le souvenir du roi Louis XII, le père du peuple. La nouvelle de l'échec de l'invincible Armada en août 1588 conforte paradoxalement le roi. Cependant, la Ligue est majoritaire et le duc entame une nouvelle épreuve de force contre le roi. Ainsi, depuis le mois de mai, le duc de Guise avait obtenu en quelque sorte son bâton de maréchal, mais ses succès politiques et sa popularité grandissante et les encouragements de son frère, le cardinal, allaient le pousser à aller plus loin, encore plus loin, et à envisager de conquérir le pouvoir suprême. D'autant plus qu'Henri III lui semblait mou et inconsistant. Là sans doute sera sa plus grave erreur. Sous ses dentelles, ses pierreries, ses phares, souvent en rouge provoquant, parmi ses perroquets et ses petits chiens, se cachait en effet celui qui fut certainement l'un de nos plus grands rois de France, et aussi le plus méconnu. Longtemps, l'image véhiculée d'Henri III fut écornée et indissociable de celle de ses favoris, plus couramment appelés mignons. Encore de nos jours, Henri III est décrit et représenté, entouré des faibles efféminés, aux costumes excentriques et grotesques. Cette image caricaturale du roi est toujours très répandue et entretenue par des films récents qui n'ont rien d'historique. Je pense particulièrement à la version de la reine Margot d'Alexandre Dumas, réalisée en 1993 par Patrice Chéreau avec Pascal Grégory dans le rôle d'Henri III, qui est enfin un pervers décadent, avant tout homosexuel. L'ambiguïté de l'image d'Henri III trouve peut-être également son explication dans la propagande particulièrement violente suscitée contre lui par la Ligue, et bien évidemment par le duc de Guise. Certes, on ne peut nier son goût pour les garçons et l'importance considérable des mignons à la cour, dont le chroniqueur Pierre de l'Étoile, dès 1576, décrivait avec force détail les accoutrements efféminés, les coiffures sophistiquées, les occupations futiles, jouer, blasphémer, danser, se quereller, paillarder, et avant tout suivre le roi en tout lieu et ne parler que pour lui plaire. On ne peut nier non plus l'incontestable déliquescence des mœurs de la cour du dernier Valois.
Parmi les plus célèbres favoris d'Henri III, on peut citer notamment Louis du Gast, François d'O, Henri de Saint-Sulpice, Jacques de Caylus ou encore Louis de Maugiron, sans oublier le grand écuyer Bellegarde. Deux de ses plus proches collaborateurs, les archimignons, étaient Anne de Batarnay de Joyeuse, baron d'Arc, fait duc de Joyeuse, et Jean-Louis de Nogaret de la Valette, surnommé le demi-roi, fait duc d'Épernon, dont le rôle politique sera éminent. Pour la petite histoire, je voudrais vous signaler qu'Henri III et ses mignons avaient une passion pour les chiens miniatures, souvent représentés par les peintres de l'époque auprès de leur maître, notamment l'Épagneul nain continental, qui était le chien de luxe par excellence. En parfaite harmonie avec le raffinement des grands seigneurs de la Renaissance, il était l'hôte chéri et familier des cours royales et des salons de l'aristocratie. Il gardera d'ailleurs les faveurs des grands jusqu'au XVIIIe siècle. Les dames de la cour aimaient à le serrer dans la tiédeur de leurs manchons, et les gentilshommes l'emmenaient volontiers en voyage, car il s'accommodait facilement à l'exiguïté des carrosses. Ces chiens, vifs et intelligents, étaient à la fois un ornement précieux et un amusement. Le roi, d'ailleurs, portait souvent autour du cou une corbeille enrubannée sur laquelle se prélassait un petit groupe d'épagnols à peine plus gros que le poing. Mais l'épagnol nain, qui occupait la plus grande place au Louvre, selon dire des contemporains, était celui du marquis François d'O, seigneur de Fresnes, surintendant des finances. Celui-ci, ou plutôt celle-ci, portait le nom de Pâquerette, peut-être du fait de sa très petite taille qui la faisait évoluer au niveau des pâquerettes. Comme son maître, elle ne supportait pas la présence du duc de Guise. Chaque fois qu'il entrait dans une des salles du Louvre où elle se trouvait, elle se montrait vindicative, grognait, aboyait et lui montrait les dents. Lui feignait de l'ignorer. Un jour, cependant, Pâquerette franchit le pas. Avec une vigueur et un courage qui surprit tout le monde, elle se lança sur lui et commença à lui mordre les mollets. Henri de Guise, exaspéré, la prit alors par la peau du cou, la fit tournoyer 2 ou 3 fois au-dessus de sa tête, puis la lança violemment en direction d'une fenêtre grande ouverte. Fort heureusement pour elle, son maître, qui n'était jamais bien loin d'elle, l'intercepta et la reçut dans ses bras. Tous deux, Pâquerette et le marquis d'O, étaient tremblants d'effroi, et déjà Guise était ressorti de la pièce. Et l'affaire resta là. Comme on peut l'imaginer aisément, Pâquerette ne renouvela plus un si dangereux exploit, mais sa rancœur envers le duc était profonde. Quant au marquis d'O, visiblement traumatisé, pendant les jours qui suivirent l'aventure, il maugréait entre ses dents, comme une litanie. Il faut tuer le duc de Guise. L'idée faisait d'ailleurs son chemin dans l'entourage du roi. De plus en plus,
Ce qui n'était exprimé qu'à voix basse ou les dents serrées allait être proclamé haut et fort, au fur et à mesure que les relations entre Lise et le roi devenaient conflictuelles. Ah, ce soir-là, le soleil faisait de la résistance, embrasant les cabarets en cristal de roche, les émaux florentins, les carreaux de brocart, les tapisseries somptueuses représentant les métamorphoses de Séné et s'élançant à travers la salle magnifique où le roi, habillé en femme, présidait un banquet. Il portait une robe de damas rose brodée de perles. Ses énormes manches étaient liées de fils d'argent et d'or que retenaient des trèfles d'émeraude et de perles. Car Sa Majesté et ses mignons paraissaient volontiers en travestis aux grandes parades de la cour, écrira Agrippa d'Aubigné. Et qu'en le voyant, chacun était en peine s'il voyait un roi-femme ou un homme-reine. Les demoiselles de l'escadron volant assuraient le service des boissons, strictement nues sous des robes qui libéraient leurs jambes, leurs gorges et leurs épaules. Dames et mignons s'ébattaient comme des oiseaux aux mille couleurs, emplissant l'air de leur ramage ou de leur parfum. Mais Henri III, sous sa robe rose, restait taciturne et ne participait guère aux festivités. Il demanda alors son bilboquet. Imaginé par un certain artisan nommé Boquet, ce jouet avait séduit le roi et il mit à la mode la bille à boquet. De même qu'il avait lancé en France la fourchette, imaginée par les Vénitiens. Faisant tourner d'une main la sphère d'ivoire autour de sa ficelle et grenant de l'autre chapelet de tête de mort, le dernier Valois s'isola alors et médita sans doute sur les moyens de sauver l'unité française qui reposait sur lui seul. Mais il fut tiré de ses pensées par l'arrivée impromptue du duc de Guise, qu'il avait nommé, sans grand enthousiasme, 15 jours plus tôt, lieutenant général des armées du royaume. Bien qu'il n'était pas convié, le duc s'était invité aux réjouissances. Le roi ne put dissimuler son agacement, malgré les amabilités du duc à son égard. Il était bien conscient du danger que représentait de plus en plus ce puissant chef de parti, porté par l'enthousiasme et l'amour du peuple. Car le duc charmait de plus en plus les Parisiens par son charisme évident et ses propos directs et sans fioriture. Oh, il promettait une vie meilleure à tous, même aux protestants, dans une ville apaisée. Il était donc très populaire. On dirait aujourd'hui populiste, et pouvait pratiquement tout se permettre. Nous étions au début du mois d'août de l'année 1587. À plusieurs reprises déjà, comme on l'a vu, Guise avait pris ouvertement position contre le souverain, et il rêvait de plus en plus, porté par le peuple, à cette grande république populaire, aristocratique et cléricale, opposée à la confédération protestante du Midi, une république dont il avait décrit les contours avec précision. En lisant les quelques écrits qui nous sont parvenus sur cette république aristocratique et populaire, on prend conscience
de tout le génie politique du balafré. Et les institutions qu'il imagine préfigurent celles qui verront le jour après la Révolution de 1789. Mais c'était sans compter sur la détermination, l'intelligence et le sens du devoir de Henri III, considéré activement comme un roi fainéant, un faible, un lâche, un nul. Ce fut, je le répète, la grande erreur. La grande erreur de Guise, qui sous-estima et sous-estimera toujours cet adversaire si subtil. Sans doute, les flatteurs, les exaltés, du cornet-il aux oreilles, qu'il obtiendrait tout s'il terrorisait le pauvre roi, et il le crut, sonfla d'outrecuidance. Et quand les sages de son parti, comme Beauvais-Langis ou la maréchale de Retz, lui montraient le danger de pousser à bout un homme irrité et humilié, Guise, Tranche-Montagne, répondait tout de go en riant « Mais il est bien trop poltron !» Mais Henri III, tout faible qu'il était, restait sur ses positions, tout en se montrant doucereux, attitude redoutable dont s'inquiétaient les quelques esprits clairvoyants qui entouraient le duc. Menaces, fanfaronnades, manœuvres perfides se brisaient sur la plaintive obstination d'Henri, comme l'océan sur le granit, et s'il n'obtenait rien de Guise, Guise ne tirait rien de lui. Lorsque débutent les États généraux au château de Blois en octobre 1588, les deux antagonismes piétinaient, face à face, immobilisés, tels les béliers de la fable. Le 9 décembre, le Conseil suprême de la Ligue se réunissait. Les plus enragés, craignant que le roi, sortant de son apparente léthargie, ne prépare un complot pour éliminer le duc, conjurait celui-ci d'appeler ses troupes et de renverser le monarque, sinon la monarchie, afin d'établir cette république populaire et aristocratique que tous appelaient de leur vœu. Toutefois, l'archevêque de Lyon, Monseigneur d'Épinac, grand ami et conseiller du duc, s'éleva contre ce projet, peut-être parce que celui-ci lui coûterait assurément son chapeau de cardinal. Valois, affirma l'archevêque, se perdrait lui-même en tentant de s'en prendre directement au duc, car son immense popularité le mettait à l'abri de tels agissements. Par ailleurs, toujours selon l'archevêque, la Ligue ne pouvait pas se permettre de gâcher la chance magnifique d'imposer le plus légalement du monde, grâce à une assemblée, de s'imposer grâce à une assemblée si docile. Un débat houleux s'engagea alors entre les tenants du coup d'État et les partisans de la légalité. Monsieur de Lyon, s'écria Menneville en s'adressant à l'archevêque de Lyon, parle du roi comme d'un prince sage. Mais c'est un fou. Il n'aura pas de prévoyance. Il exécutera son dessein. Il faut nous lever, agir avant lui. Guise restait songeur. Il semblait dans l'expectative. Et à la fin, il déclara: Monsieur de Lyon, mon ami, je suis si résolu à ne partir d'ici que quand la mort entrerait par cette porte, je ne sortirai pas par la fenêtre. Une semaine s'écoula, pendant laquelle les partisans de la violence marquèrent
d'importants progrès. Le 17 décembre, un dîner offert chez Louis, cardinal de Guise, représentant du clergé aux États généraux, échauffa gravement les esprits. L'enthousiasme étant de mise, l'ardent prélat porta un toast à son frère, le duc de Guise, en s'écriant « Je bois à la santé du roi de France !» Ce fut aussitôt un déchaînement indescriptible de transports bachiques, et de la salle où les convives étaient réunis fusèrent des exclamations mêlées de rires et tintements de verre. « Vive Henri le Balafré! Vive l'héritier de Charlemagne! Quant aux Valois, il fera un beau moine !» Vous lui tiendrez la tête, lança la Montpensier en mimant la scène, et moi, avec mes ciseaux, je lui taillerai une couronne. Cependant, au bout de la table, perdu parmi les gens de la maison ducale, se trouvait un petit homme aux yeux couleur de braise, qui, sous un masque, avait joué la comédie lors du mariage de Guise 18 ans plus tôt. Lorenzino Venetianelli. L'acteur, devenu espion, rapportera au roi tous les détails de la scène. Celui-ci pâlit et comprit alors qu'il ne fallait plus tergiverser. Et il fallait prendre sans plus tarder ses responsabilités, s'il voulait sauver sa couronne, sa liberté, et peut-être même sa vie. Ah, c'était une époque où les réjouissances et les drames se côtoyaient, se superposaient au rythme des hautbois et des tirs d'arquebuse, une époque raffinée et sauvage à la fois. Ce soir du 18 décembre, c'est encore la fête qui faisait tourner les têtes et les cœurs. La reine-mère, une fois encore, menait le bal. Elle célébrait les fiançailles de sa petite-fille, Christine de Lorraine, avec le grand-duc Ferdinand de Médicis. Ah, se doutait-elle alors que c'était la dernière fois que la cour des Valois allait être le théâtre de ces fameuses parades dont la vieille italienne fut pendant si longtemps l'ordonnatrice? Se doutait-elle que c'était la dernière fois que l'escadron volant manœuvrait dans une apothéose de panache et de pierreries? Ah non Non, elle ne pouvait pas l'imaginer, malgré les avertissements à peine voilés de ses nombreux astrologues et devins. Tandis que les rebecs et viols d'amour faisaient tournoyer les demoiselles au point des seigneurs, le roi, s'éclipsant discrètement derrière une tapisserie, gagna son cabinet où l'attendaient le maréchal d'Aumont et M. de Rambouillet, magistrat royaliste. Il leur communiqua avec gravité le rapport de Venetianelli. La réaction de ses fidèles ne se fit pas attendre. « Il faut arrêter sur le champ, monsieur de Guise !» s'écria Rambouillet. « Instruire son procès !» Henri semblait accablé. Et lui, si déterminé quelques instants plus tôt, paraissait découragé et fataliste. Il haussa les épaules. Comment faire? Où trouver des gardes, des témoins, des juges? Il faut les tuer! S'exclama alors le maréchal. Henri parut surpris, même si cette rumeur circulait déjà depuis plusieurs jours dans les couloirs du Louvre. « Ah, tuer le duc de Guise, mon beau cousin? » « Il le faut, sire. Il en va de votre honneur. Songez à la France. »
Ornano entra, suivi du seigneur de Maintenon. 3 voix allèrent au meurtre, contre une à l'arrestation. Le roi ne pouvait se décider et fit appel à d'autres avis. La majorité de ses fidèles optait pour l'assassinat. À son tour, le marquis d'O, serrant Pâquerette entre ses bras, lui dit, d'une voix forte et impétueuse qui le surprit, ce qu'il maugrait à voix basse depuis bientôt un mois. Il faut tuer le duc de Guise! Le roi fit alors appeler Crillon, le plus brave soldat de France, et lui demanda s'il consentirait à expédier le rebelle dans un autre monde. Le vaillant capitaine se déclara prêt à provoquer le duc sur le champ en un duel à mort. L'issue d'un tel duel apparaissait incertaine, car Guise était un excellent bretteur, et si l'on choisissait les armes à feu, il était tout aussi habile. Et s'il ressortait vainqueur d'un tel duel, il n'en devenait que plus dangereux. S'il était d'accord pour un duel, en revanche, Crillon s'excusa de ne pas souscrire à l'option du meurtre. Le roi, troublé, n'insista pas, mais il se mit à nouveau à douter. Certes, l'idée du meurtre lui répugnait aussi. Il entendait bien restaurer son autorité, redorer le blason de la monarchie, préserver l'unité de la France. Mais fallait-il pour cela que le sang coule à nouveau? Et malgré ce que lui avait rapporté Venetianelli, fallait-il éliminer par l'assassinat son cousin Guise? Durant la nuit qui suivit, il ne dormit guère, en proie à d'horribles cauchemars. Il était harcelé par d'immenses bouches, grandes ouvertes, d'où sortaient les mêmes mots répétés, scandés, hurlés à l'infini. Il faut tuer le duc de Guise! Il faut tuer le duc de Guise! Il faut tuer... C'était intenable. Il se bouchait les oreilles pour ne plus les entendre, en sanglotant comme un gosse. Mais en vain. Finalement, il se réveillait, trempé de sueur. Et comme il était très pieux, et même mystique, il terminait sa nuit en prière, agenouillé sur son prie-dieu. Le lendemain, il consulta à nouveau ses amis. Le maréchal d'Aumont, Ornano et Maintenon égrenèrent les uns après les autres les arguments privilégiant la mort à l'emprisonnement. En prison, Guise ne pourrait être que plus dangereux, car les ligueurs exaspérés feraient tout pour le libérer et hâteraient le coup d'État pour renverser le trône. C'était sûr. Par ailleurs, insista Ornano, Sa Majesté ne devait pas avoir de scrupules. Il était en état de légitime défense. Ce dernier argument sembla rassurer le roi. Mais il était bien difficile de garder un secret au Louvre, ce palais ouvert à tous les vents. Le bruit de ces conciliabules se répandit. Ce n'était pas seulement le marquis d'O qui ressassait dans sa barbe « Il faut tuer le duc de Guise !» Ce qui n'était d'abord que rumeurs enflées au fil des heures
et vint aux oreilles des ligueurs qui se précipitèrent pour prévenir le duc. Mais celui-ci, étrangement aveugle et sans doute trop confiant en sa bonne étoile, refusa de les croire. Cependant, pressé par les siens, stimulé par Mendoza, légat pontifical, il accepta enfin l'idée d'un soulèvement catholique. La guerre civile lui donnerait ce qu'il n'avait pu obtenir des États. « Mais il faut aller très vite !» répétait la Montpensier. Il est vrai que c'était désormais une course de vitesse qui s'engageait entre les deux hommes. Le jour de la Saint-Thomas, le 21 décembre, le duc, sortant de l'église, où la cour venait d'entendre les vêpres, demanda au roi la faveur d'un entretien particulier. Le roi l'entraîna alors vers les jardins proches. De part et d'autre, on fit assaut d'amabilité et l'on s'embrassa même. Comme Guise gardait son chapeau à la main, le roi, malgré sa résistance, l'obligea à se couvrir. Après avoir longuement attesté son loyalisme et son dévouement, le duc exprima sa douleur d'avoir perdu les bonnes grâces de son souverain. Et le voyait bien, Sa Majesté ne lui faisait plus confiance, et il en était très peiné. Toutefois, dans ces conditions, son devoir lui commandait de résigner la lieutenance générale et de quitter Blois. Henri III, en un éclair, imagina la France coupée en deux, la monarchie écrasée entre les protestants clients de l'Angleterre et la Ligue vassale de l'Espagne. Il s'imagina ainsi coincé entre le marteau et l'enclume. Aumont, Ornano et les autres avaient bien raison. Aucun signe ne vint trahir son trouble. Et à son tour, il affirma sa bonne volonté et son amitié pour son beau cousin et le pria de ne pas prendre à la légère une décision si grave. Il lui déclara même avec gravité: « Il n'y a personne à mon royaume que j'aime mieux que vous. C'est crime d'entrer en méfiance de son roi. » Pourtant, dès le départ du duc, il poussa un rugissement de colère. Et lorsqu'il se retrouva seul chez lui, ses nerfs le trahirent. Avec rage, il jeta son bilboquet au sol, exhala sa fureur en plainte, en blasphème, puis, se ressaisissant, « Allons, dit-il, le désespoir ne sert à rien, quand la prudence peut encore prévenir le danger. Ornano a bien raison. Nous sommes en état de légitime défense. Il faut donc agir prestement, mais avec prudence. » Aussitôt, il convoqua ses fidèles: Aumont, Ornano, Loignac, Larchant, capitaine des gardes, et le grand écuyer Bellegarde. Le lendemain, au matin, le roi et le duc se retrouvèrent au chevet de la reine-mère qui était alitée, souffrant d'une forte bronchite. Sous l'œil paterne de la bonne dame, ils firent assaut d'effusions et de douces paroles, échangèrent des friandises. En sortant, Guise dit à son frère: « Finalement, c'est un bon homme. Il n'a pas l'âme méchante. » Peu après, Larchant lui demanda audience. Le capitaine venait exposer la pitoyable situation des gardes du corps, lesquels, crevés de misère, leur solde n'étant point payé. Ces braves se trouvaient le lendemain sur le passage de Monseigneur et le supplieraient de plaider leur cause auprès des États. Le duc acquiesça. Vers le soir, il fut mandé chez Sa Majesté, Henri,
le visage ouvert et riant, lui annonça qu'il allait se retirer à l'extrémité du parc, au pavillon de la Nour, afin de s'y préparer aux fêtes de Noël. Désirant partir le plus tôt possible, il réunirait le conseil au grand matin, ferait préparer les équipages pendant la nuit. Il priait donc son beau cousin de remettre exceptionnellement les clés au grand écuyer. Guise, sans méfiance, les donna. Le roi parla ensuite, sur un ton détendu, de la chose publique. En reconduisant le duc, il lui dit: « Ne manquez pas de venir au conseil de bonne heure, car nous avons encore beaucoup d'affaires à régler avant la fin de l'année. » Il était tard. Le balafré s'en fut souper avec les dames. Au moment de se mettre à table, il trouva sous la serviette une lettre anonyme l'avisant que le roi se disposait à l'assassiner. Guise, soucieux d'éblouir Charlotte de Noirmoutier, sa bonne amie du moment, se comporta en collégien fanfaron. Il lut le billet à haute voix, puis le jeta et s'écria en riant: « Il n'oserait !» Le repas achevé, le téméraire gagna la chambre de sa maîtresse. À peine les deux amants y commençaient-ils leurs ébats qu'on leur apportait un nouveau avertissement. Charlotte, effrayée, supplia le duc de prendre garde, de hâter son départ. Il lui ferma la bouche d'un baiser. Pendant que le balafré, folâtré, insouciant, près de sa belle, le roi, désormais déterminé et sûr de lui, donnait ses instructions à Bellegarde, à Loignac et à son valet de chambre de halte, puis il fit appeler son aumônier avec lequel il s'entretint longuement. Il avait besoin de se mettre en paix avec sa conscience. Il faut rappeler qu'il était très pieux et répugnait à utiliser le crime pour gouverner. Immoler un factieux dans un but noble, celui de préserver l'unité française, ne pouvait pas être un péché. Il avait besoin tout de même de l'entendre dire par son aumônier. Celui-ci lui accorda sa bénédiction. Le roi se sentit réconforté et prêt à assumer son destin. Il alla se coucher, l'âme sereine. Au milieu de la nuit, il se réveilla et songea à celle dont l'amour ne l'avait jamais trahi, la reine. Vers 3 heures du matin, il prit son bougeoir et partit la retrouver. La nuit fut fort courte. Dès 4 heures, Duhalde, obéissant aux ordres reçus, gratte à la porte de leur majesté. Mademoiselle de Piolon, première femme de chambre, entrebraya à l'huisse. « La reine dort, dit-elle, et le roi aussi. »« Si vous ne le réveillez pas, répond Duhalde, je heurterai si fort qu'ils l'entendront tous deux. » Henri ne dormait que d'un œil. « Ça, commença-t-il, mon bougeoir, ma robe, mes bottines. » À 4h30, il est prêt. Messieurs d'Aumont, de Rambouillet, de Maintenon, de Bellegarde envahissent la pièce silencieusement. Bellegarde ouvrit une porte dérobée et par un escalier à vis creusé dans l'épaisseur de la muraille descendent un à un les 45. Le roi les rassembla autour de lui et leur demanda s'ils pouvaient compter sur leur fidélité. En termes émouvants, il leur peint la triste situation et les derniers événements. Il se pose en prisonnier, prisonnier sous son propre toit, réduit à la famine,
entouré d'espions, peut-être même d'assassins. Le tableau qu'il présente est particulièrement sombre. Demain, Guise prendra la tête des ligueurs, marchera sur Blois, usurpera le trône. Voulez-vous empêcher cette catastrophe? En guise de réponse, les acclamations fusent. Tous jurent d'exterminer le traître, de sauver le roi. Le jeune Gascon Sariac, ne se contenant plus, donne une bourrade au roi. Cap de Dios, s'écrie-t-il en son patois, Iolubus rendra est mort. Henri, saisi d'effroi, leur impose silence. Tout serait perdu s'ils alertaient par leur clameur la reine-mère endormie à l'étage inférieur, la reine-mère qui ignore tout ce qui se passe. Arrive Bellegarde, bardé de poignards. Messieurs, qui en veut? Armés jusqu'aux dents, les 45 se dissimulent au troisième dans des cellules réservées aux capucins. Tout va aller alors très vite. 5h30. Entrée de messire Étienne d'Orjuine, chapelain du roi, et de messire Claude de Bully, aumônier. Dans l'oratoire voisin, l'autel est préparé. Henri entend la messe, se confesse, communie. Il est serein, presque gai. 6 heures. Jean Péricard, secrétaire de Guise, éveille son maître. Celui-ci, épuisé par ses exploits nocturnes, se lève péniblement, revêt son costume de satin gris. Dehors, le ciel est noir comme la poix. Une pluie diluvienne ruisselle et vous glace les os. 7 heures. Henri envoie au conseil Aumont, Rambouillet, D'O, Maintenon, puis tire les 45 de leur cachette. 8 d'entre eux, dont Loignac, s'installent, munis de bons poignards. Dans la chambre royale, 12. L'épée au poing occupe la pièce dite cabinet vieux. 3 autres gardent l'escalier à vis. Henri se retire de son cabinet neuf, accompagné du secrétaire d'État Revol, de son chef Bellegarde et de 2 brotteurs célèbres, la Bastide et d'Entragues. Guise, cependant, se dirige vers l'aile du château où se tient le conseil et traverse, suivi de Péricard, la cour intérieure. Il rencontre le seigneur de la salle. « Monseigneur, le roi médite quelque chose contre vous. »« Merci, mon bon ami, je suis guéri depuis longtemps de cette appréhension. » Le petit jour de ce 23 décembre est sinistre. L'averse redouble. Le balafré monte au second étage et entre dans la chambre du conseil où sont rassemblés la plupart des ministres, maréchaux, intendants des finances. Le cardinal de Guise et l'archevêque de Lyon l'y rejoignent bientôt. 8 heures. Guise, que les caresses de Charlotte et son lever matinal ont harassé, mange des prunes de Brignoles pour tenter de reprendre quelque force. Revol entre dans la chambre du conseil et demande au duc de rejoindre le roi qui l'attend dans son vieux cabinet. Guise se lève alors, enroule son manteau autour de son bras gauche. Pour gagner ce cabinet, il faut traverser la chambre du roi. Le duc y pénètre et les spadassins le saluent. Il se dirige vers la gauche et traverse la chambre royale. Derrière la tapisserie de son cabinet neuf, le roi est là, au saguet, le cœur battant. Le balafré entre ensuite dans le cabinet vieux et tout à coup aperçoit les 45. Saisi d'un soupçon, il va se retourner quand le sieur de Montserrail lui porte un coup de poignard au sein gauche en criant « Ah, traître, tu en
trahison. Il tente de s'échapper, mais 8 hommes de la chambre lui coupent la retraite. Il se jette sur leur victime, la saisit au bras et aux jambes, roule son manteau autour de son épée. Le duc renverse 4 des agresseurs et blesse un 5e avec son rageoir. Il entraîne la meute jusqu'au bout de la chambre. Le jeune Bellegarde surgit alors. « Monsieur de Guise, criez merci à Dieu et au roi !» À ce moment-là, le duc, ensanglanté, tombe près du lit du roi en gémissant « Miserere, mei Deus !» Le roi, écartant la tenture derrière laquelle il s'était caché, se serait alors écrié à la vue du corps de son rival. « Mon Dieu, qui est grand! Il paraît encore plus grand mort que vivant. » Il commanda aussitôt de fouiller le cadavre, et l'on découvrit dans une poche du haut de chausse une lettre commencée. « Pour entretenir la guerre civile en France, il faut 700 000 livres tous les mois. » Pour le roi, cette lettre apportait ainsi, pour l'histoire, la justification éclatante de son meurtre. Moins d'1 heure plus tard, tandis qu'il annonçait, triomphant à sa mère, « Me voici, roi de France, j'ai tué le roi de Paris !» Le cardinal de Guise et les principaux ligueurs étaient arrêtés, et le cardinal sera même massacré le lendemain, 24 décembre. Les 2 cadavres, celui du duc et du cardinal, seront ensuite brûlés et leurs cendres jetées à la Loire. Quant à Henri III, la conscience en paix, il ira entendre une messe d'action de grâce le lendemain de l'assassinat du duc dans la chapelle Saint-Calais. Comme on peut l'imaginer, le pape Sixte Quint fulmina contre l'assassinat de Guise et notamment du cardinal. Les relations avec Rome allaient devenir très tendues. Par ailleurs, contrairement à ce que pensait Henri, la Ligue ne fut pas décapitée et réagira tumultueusement. Les prédicateurs en chair secondèrent la fureur des ligueurs. Les prêtres omettront même désormais de nommer le roi dans le memento de la messe et dans les prières publiques. Le roi semblera alors réaliser l'ampleur de cette affaire. Il n'est plus regardé, en effet, que comme un excommunié, un parjure, un hérétique, et même comme un magicien. Il n'obtiendra jamais l'absolution de Rome pour ce double crime. Sixte Quint restera inflexible. Henri III en fut très affecté et en voulut à ceux qui l'avaient encouragé à faire tuer le duc de Guise, même si dans l'immédiat cet assassinat sauvait la France d'une sécession. Désespéré, il multiplia les gigantesques processions auxquelles la cour entière devait prendre part, et il se plaçait toujours en tête du cortège, pieds nus, une torche au poing, la tête cachée sous une cagoule, suivi par 2 jeunes gentilshommes dénudés jusqu'à la ceinture, qui se flagellaient à coups de lanière, faisant jaillir le sang de leur torse dans des clameurs, des invocations et une frénésie de piété masochiste. La reine-mère ne survivra pas longtemps au drame et laissera son fils dans l'angoisse et le remords. Calomnié, incompris, le dernier
dernier fils de la Renaissance, finira par périr à son tour l'année suivante sous le poignard du moine Jacques Clément. Ainsi, par sa mort, le protestant Henri de Navarre, chef de la branche de Bourbon-Vendôme, la plus proche de la couronne après l'extinction de la maison des Valois, devint le légitime héritier. Henri quatrième du nom. Par sa conversion au catholicisme, il ralliera de nombreux ligueurs et mit un terme aux guerres de religion par l'édit de Nantes en 1598. Henri de Guise restera lui aussi pour l'histoire un incompris, raillé, décrié, calomnié. Et c'est là un point commun qu'il possédera avec son assassin. On peut se poser la question de savoir ce qui serait advenu durant cette période troublée si le duc de Guise n'avait pas été assassiné et s'il avait réussi à renverser son cousin. Le cours de notre histoire aurait été radicalement changé. Il est vraisemblable que le duc aurait appliqué son programme à la lettre, un programme audacieux et en somme assez révolutionnaire, qui consistait tout simplement à instaurer une république populaire et aristocratique 200 ans avant la Révolution française. Une république reposant sur le tiers, à savoir la bourgeoisie, les artisans, le petit peuple et les aristocrates. C'était donc un pouvoir d'origine populaire et d'essence révolutionnaire qu'il entendait instaurer. La Ligue se situait donc en 1588 au confluent des traditions médiévales et démocratiques. Il faut bien voir aussi qu'Henri de Guise n'entendait pas forcément renverser la monarchie pour la remplacer par sa république, mais il préconisait, tout au moins dans un premier temps, une transition douce et l'émergence d'un régime démocratique avec des institutions dont les membres tiendraient leur pouvoir de l'élection. On peut donc bien parler de démocratie, bien sûr autoritaire, car tous les pouvoirs politiques, justice et autres étaient confondus et soumis à l'élite d'un parti, ou plus exactement de demi-démocratie, ce qui était déjà extraordinairement novateur à cette époque. Dans ses écrits, le duc de Guise semble hésiter entre une véritable république autoritaire, populaire et catholique, et la continuation de la monarchie, mais dans laquelle le monarque garderait à peine les pouvoirs du souverain constitutionnel de notre temps. Sans doute, une république ou une monarchie constitutionnelle en 1588, cela peut paraître utopique, et de nombreux historiens s'efforceront par la suite de railler et de décrier le duc de Guise et de le présenter comme un fou ou un illuminé. Mais, à y regarder de près, et en se penchant sérieusement sur ses écrits et sur ceux de la Ligue, dont on dit également beaucoup de mal, Henri de Guise n'était-il pas plutôt une sorte de visionnaire dont les idées politiques très novatrices, bien que discutables, étaient bien arrêtées? Il était vraisemblablement trop en avance sur son temps, et il faudra attendre 1790 pour qu'un grand nombre
de ces idées que l'on retrouvera dans les écrits des philosophes du XVIIIe siècle refassent surface et que monarchie constitutionnelle puis république remplace la monarchie absolue. Au risque de faire bondir ceux qui continuent aujourd'hui à le considérer comme un fanatique catholique et un dangereux intrigant, je vous dirai que je ne suis pas loin de penser, comme Pierre Ménard, dans son ouvrage L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, que le duc de Guise a fortement contribué au progrès des idées démocratiques. Je vous remercie.